Salam alaikum. Bonjour à tous et à toutes. Azulfillah. Alors dans ce tutoriel, je vais essayer de traiter l'opération économique de l'épargne en essayant d'abord de cerner le concept de l'épargne dans le cadre des généralités, puis aborder les principaux déterminants de l'épargne et finir par décrire l'évolution de l'épargne depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme vous le savez très bien, le revenu est la ressource principale des ménages. Elle est affectée principalement soit à la consommation et l'épargne, soit à la consommation ou bien à l'épargne, ou bien les deux en même temps. Le contexte d'aujourd'hui est un contexte de crise, surtout dans la sortie de la crise sanitaire de Covid-19. Selon le Policy Center for the New South, selon ce centre de recherche, la crise sanitaire de Covid-19 elle a montré plusieurs fragilités et limites du système économique mondial. Et surtout, donc, en plus de son impact très négatif sur l'économie, cette crise a des impacts sociaux très inégaux et qui varient d'une couche sociale à une autre. C'est-à-dire, selon ce centre de recherche, la crise Covid-19, elle a frappé tout le monde, elle a touché tout le monde, mais l'impact n'est pas le même. Il diffère d'une couche sociale à une autre. C'est-à-dire les couches sociales les plus défavorisées sont généralement les plus touchées, sont les plus bien évidemment donc impactées par cette crise. Justement, donc dans le même cadre, ce centre a continué donc de préciser que cette crise sanitaire a un impact dévastateur sur les ménages pauvres qui n'ont pas suffisamment d'épargne et de ressources financières et ayant des emplois vulnérables. C'est-à-dire vers la fin, donc ce centre d'analyse, il a tiré la conclusion suivante en disant que cette crise de Covid-19 a frappé de plein fouet surtout les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'épargne, ils n'ont pas constitué de l'épargne qu'ils peuvent utiliser pendant cette crise pour bien évidemment, donc satisfaire leurs besoins, au moins les besoins essentiels. Ceci montre l'importance de l'épargne. Et l'épargne est importante pour deux raisons essentielles. D'abord, il peut déterminer le niveau des disponibilités monétaires pouvant servir au financement de l'investissement et de la croissance économique, c'est-à-dire ce sont l'épargne qui permettent quand même d'avoir suffisamment de disponibilité, suffisamment de ressources pour financer l'investissement et par là financer la croissance économique. Mais à l'échelle des ménages, il reflète l'effort d'accumulation et de constitution d'un patrimoine. C'est-à-dire pour un ménage, l'épargne reflète quand même, matérialise cet effort d'accumulation et de la constitution d'un patrimoine. Alors, qu'est-ce qu'exactement l'épargne? C'est ce qu'on va voir dans les généralités. D'abord, l'épargne renvoie généralement à deux choses. La première des choses, elle consiste à renoncer à une satisfaction immédiate pour une consommation future. C'est-à-dire donc l'épargne, quand même matérialise ce comportement, bien ce choix d'un ménage pour renoncer, pour ne pas consommer immédiatement et reporter sa consommation dans le futur. Exemple, épargner pour acquérir un logement, bien une automobile. Pour d'autres, l'épargne est la part de revenus. C'est la part de revenus disponible qui n'est pas consacrée à une consommation immédiate, c'est-à-dire le reliquat de le revenu après avoir consommé. On consomme, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Il est considéré en sciences économiques comme étant une consommation différée dans le temps, c'est-à-dire c'est le fait de déférer dans le temps, de reporter à la période future, donc la consommation. Alors, donc, maintenant, comment mesure-t-on l'épargne dans une économie? Donc, on mesure l'épargne par le taux d'épargne qui exprime la part de revenus disponibles qui est épargnée, c'est-à-dire le montant de la part, le pourcentage de le revenu disponible qui est destiné à l'épargne. Et se calcule donc de la manière suivante. Le taux d'épargne n'est rien d'autre que le total d'épargne sur le revenu disponible des ménages fois 100. En général, on l'exprime en pourcentage, en 100%. Alors, on calcule également la part de l'épargne par rapport au PIB
La raison elle est simple. Pourquoi? Parce que ce calcul nous permet de faire une comparaison avec le taux d'investissement. Et donc de dégager quand même est-ce qu'il y a un problème de financement de l'économie ou bien il n'existe pas. Est-ce que les épargnes sont suffisantes pour financer l'économie ou bien il faut chercher d'autres ressources autres que l'épargne nationale, surtout chercher l'épargne étrangère pour financer l'économie nationale. Donc comment on le calcule? Donc on prend le total d'épargne, on le divise sur le PIB, on le fois 100 bien évidemment pour l'exprimer en pourcentage. Alors, l'épargne, il a plusieurs raisons, c'est normal. Donc, on va focaliser l'attention sur trois principales raisons, qui sont d'abord disposer de liquidité, c'est-à-dire donc la première motivation, bien le premier motif qui pousse les ménages à constituer de l'épargne, c'est de disposer de la liquidité, de l'argent qu'on peut utiliser immédiatement. Elles permettent quand même, donc ce sont des liquidités qui permettent une dépense de consommation plus importante dans un futur proche. À partir du moment où on se sent qu'on aura besoin donc d'une somme importante dans le futur proche, donc on essaie normalement de faire de l'épargne. Puis deuxième élément, c'est de disposer d'une réserve. L'épargne quand même, ils permettent une marge de manœuvre, une marge de sécurité pour les ménages. Bien évidemment pour faire face à un certain nombre d'aléas. Et des imprévus de la vie quotidienne, accidents, maladies, appareils en panne. Par exemple, quelqu'un qui constate comme quoi que sa machine à laver, par exemple, risque de tomber en panne dans le futur proche, donc il essaie d'épargner, de faire des économies. Pourquoi? Pour avoir une somme d'argent pour remplacer cet appareil si jamais donc elle tombe en panne. Puis, donc, il permet également de constituer un patrimoine. L'épargne, elle est importante parce que, je reprends, l'épargne permet c'est-à-dire donc de constituer un patrimoine. Ce dernier peut prendre des formes de placement différentes et sert soit à procurer donc un complément de revenu, soit à être transmis sous forme d'un héritage descendant de l'épargnant. Donc voilà, à partir de ces motifs, donc on peut déjà dégager donc la première classification de l'épargne. Ainsi donc on peut distinguer entre l'épargne de précaution, c'est un rapport avec le motif et la raison de la disposition d'une réserve, surtout à court terme. L'épargne également d'accumulation, c'est un rapport avec la constitution d'un patrimoine. L'épargne de prévoyance a un rapport avec la constitution d'une marge de sécurité, mais dans le long terme. Par exemple, quelqu'un qui se prépare normalement, qui épargne, pourquoi? Pour préparer une retraite confortable. Puis, donc, on finit par l'épargne de la spéculation. Certaines personnes donc, peuvent mettre des liquidités à côté. Pourquoi? Pour faire une spéculation, pour faire un achat à un moment bien déterminé et pour faire la revente immédiatement et de dégager un bénéfice. Pardon. Alors maintenant, quelles sont les différentes formes de l'épargne? En fait, l'épargne peut prendre plusieurs formes en fonction de l'emploi de cet argent épargné. Alors, la part de revenus épargnés tout à l'heure, donc placée dans différents actifs qui constituent le patrimoine de l'épargnant. Ces actifs sont regroupés en deux catégories, soit monétaires et financiers. Exemple, l'épargne liquide dans le cadre des billets, pièces, comptes chèques, ainsi de suite. Mais ou bien les placements financiers en achetant des actions, des obligations, des SICAV, et ainsi de suite. Les contrats d'assurance vie, les plans d'épargne logement, les plans d'épargne retraite et bien d'autres. Alors, sinon, on peut placer de l'argent dans des actifs non financiers. C'est-à-dire, ensemble des autres actifs constituant le patrimoine des ménages, spécialement le logement, représente le principal actif non financier des ménages. Et on peut également faire une autre classification distinguant entre l'épargne forcée et l'épargne libre. En fait, pour l'épargne forcée, ou bien l'épargne libre, ils sont constitués, lorsqu'elle résulte d'une volonté des individus, et l'épargne forcée lorsqu'elles sont imposées, soit on parle ici des impôts, les cotisations de vieillesse, les cotisations maladie,
Tous ces éléments constituent donc une épargne forcée. Ils sont obligatoires. Alors, la question centrale dans l'épargne, c'est qui détermine spécialement le niveau de l'épargne? Pourquoi dans certains pays l'épargne est importante, dans d'autres elle n'est pas importante? Elle est faible ou bien quasi existante même. Pour ce faire, donc, on oppose généralement l'approche néoclassique à l'approche keynésienne. Dans l'approche néoclassique, pour les économistes néoclassiques, l'épargne, censée être investie, est une consommation différée dans le temps. Donc, ils considèrent l'épargne comme étant une consommation différée dans le temps. Comme ça, l'épargne désigne donc tout comportement de renoncement à une consommation immédiate, et ce dans l'espoir d'obtenir un meilleur rendement futur et par la suite une meilleure consommation future. Donc, pour les néoclassiques, lorsqu'on épargne, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à obtenir un meilleur rendement futur, c'est-à-dire à augmenter cette épargne afin de réaliser donc une consommation future dans les meilleures conditions. Alors, comme ça, donc, le ménage fait généralement l'arbitrage entre la consommation immédiate et la consommation future, et sur la base de quoi? De l'évolution prévisible de revenus durant la vie de l'individu, par son degré de préférence pour le présent et par le niveau de taux d'intérêt. C'est-à-dire, donc, vers la fin, ce qui détermine le montant de l'épargne ou bien l'opération, le comportement de l'épargne pour les néoclassiques, c'est l'évolution prévisible de revenu, ce dernier donc qui dépend de taux d'intérêt. Alors, selon le raisonnement néoclassique, d'abord l'épargne précède la consommation, c'est-à-dire donc le ménage d'abord donc décide d'épargner ou de ne pas épargner, puis il décide de consommer. Sur la base de ça, donc, il décide le niveau de sa consommation. L'agent économique qui cherche à maximiser son utilité vérifie quoi? Ce que peut lui rapporter l'épargne en fonction du niveau de taux d'intérêt. C'est-à-dire donc la maximisation de l'utilité d'un ménage dans le comportement, dans la matière, dans l'épargne, c'est quoi? Il dépend de quoi? Le niveau de le taux d'intérêt vers la fin. C'est-à-dire, donc, si celui-ci est élevé, c'est-à-dire le taux d'intérêt est élevé, donc l'agent sera incité à épargner pour s'assurer des revenus plus importants dans le futur. Et inversement, lorsque le taux d'intérêt est faible, l'agent a tendance à peu épargner, c'est-à-dire donc à préférer donc de consommer immédiatement. L'épargne ne lui rapportera que peu de revenus. Alors, à retenir deux choses. D'abord, pour les néoclassiques, l'épargne précède la consommation et le taux d'intérêt, le déterminant essentiel de l'épargne. Voilà donc les deux éléments essentiels dans la question de l'épargne selon les néoclassiques. Alors donc maintenant pour l'approche keynésienne. Pour Keynes, c'est la consommation qui précède l'épargne. Donc le raisonnement keynésien est l'inverse du raisonnement néoclassique. Et le niveau de l'épargne est un résidu qui est déterminé non pas par le taux d'intérêt, mais par le niveau de revenu de l'agent. C'est-à-dire c'est le revenu qui détermine le niveau de l'épargne d'après Keynes. Alors celui-ci, c'est-à-dire le ménage, généralement bien cet agent économique consomme d'abord, c'est-à-dire donc il décide d'abord de consommer, puis si jamais donc il existe un reliquat, donc il l'épargne et attribue le reste de son revenu, celui qui n'a pas été consommé, à l'épargne ou bien à la thésaurisation. Cette attribution de le reste de le reliquat à l'épargne ou à la thésaurisation, donc il est faite en fonction de le taux d'intérêt. C'est-à-dire pour Keynes, qui détermine essentiellement l'épargne, c'est le revenu, et le taux d'intérêt n'a rien d'autre qu'un rôle, ou bien donc un rôle dans la détermination de la forme par laquelle donc on utilise la part restante de le revenu après avoir consommé. Soit on épargne, c'est-à-dire on met l'argent dans le circuit économique,
ou bien on thésaurise, c'est-à-dire on prend là, on met l'argent donc à côté donc et en dehors du circuit économique de le cadre de la thésaurisation exinèse. Alors, si le taux d'intérêt est élevé, les individus, ou bien l'individu est amené à réduire sa préférence pour la liquidité et augmenter sa préférence pour l'épargne. C'est-à-dire donc, et généralement, il fait place cet argent dans un certain nombre d'éléments ou bien d'actifs, soit financiers, monétaires, ou bien pourquoi pas normalement un actif non financier ou bien foncier. Alors, par contre, si le taux d'intérêt est faible, elle penchera en faveur de quoi? De la liquidité, c'est-à-dire de la thésaurisation. Elle peut être utilisée à des fins de consommation, de précaution, voire de la thésaurisation. C'est-à-dire, donc, elle préfère donc de la liquidité, de disposer de la liquidité, soit pour de consommer immédiatement, soit pour des raisons de précaution, c'est-à-dire pour se protéger contre un certain nombre d'aléas de la vie quotidienne, ou bien voire même de la thésaurisation de cet argent. Comme ça, donc, on peut tirer la conclusion suivante. Pour Keynes et pour les économistes qui s'en réclament, l'épargne dépend uniquement de revenus. Et le taux d'intérêt ne détermine que la forme de l'épargne, soit de l'épargne thésaurisée, soit de l'épargne financière. Alors, donc, puis on va finir par la théorie de Modigliani. Pour Modigliani, donc l'économiste italien est l'un des tenants de la théorie de l'épargne qui relativise les déterminants mis en avant par les néoclassiques et les keynésiens. Modigliani, il a relativisé les deux thèses. Aussi bien, il ne partage ni l'idée des néoclassiques ni celle des keynésiens. Au profit de quoi? Au profit normalement d'une explication par l'âge des individus. Pour Modigliani, l'épargne, elle est déterminée surtout donc par la structure des âges et l'âge de l'individu. Alors, donc, considération qui aboutit à distinguer deux grandes périodes dans le cycle de vie de l'individu. D'abord, la vie active, on a plutôt donc tendance à épargner. Pendant la vie active, lorsqu'on travaille, donc on a tendance à épargner. Et alors que depuis la retraite jusqu'au décès, donc la personne elle a tendance à désépargner. C'est-à-dire, donc dans cette perspective, le taux moyen d'épargne d'une économie serait davantage conditionné par la structure démographique. Plus la structure démographique, soit qu'elle favorise l'épargne, soit qu'elle favorise le désépargne. Donc les populations qui se composent de beaucoup de vieillards, de seniors, généralement, ils ont tendance à désépargner. Les populations qui sont jeunes, dont le centre de la pyramide est importante, donc ils ont tendance à épargner. Alors, donc, il existe d'autres déterminants, les politiques monétaires de l'État, la fiscalité, le degré de l'incertitude et ainsi de suite. Tous ces éléments peuvent également intervenir pour déterminer, pour expliquer la tendance de l'épargne. Alors, maintenant, quelle est l'évolution de l'épargne? Donc, l'évolution, d'abord, on va commencer par l'évolution le taux d'épargne dans les pays industrialisés. Commençons donc depuis les années 40 au milieu des années 70, donc il y a eu donc une augmentation très significative de l'épargne. Ça a un rapport avec les 30 glorieuses, une période de prospérité par excellence. Donc il y a une tendance très importante de l'épargne. Cependant, donc, au milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 80, c'est la période de la crise, la période des chocs aussi bien, surtout des chocs pétroliers. Il y avait donc une baisse remarquable de l'épargne. Puis donc les années 90, l'évolution est plus contrastée. Donc le taux d'épargne est relativement élevé au Japon, en Chine, en Italie, et particulièrement faible aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni. Et la France, par exemple, est le seul pays à avoir significativement changé de place dans le classement. Première dans les années 70 en termes de l'épargne et quatrième à la fin des années 90. Donc, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, donc cette évolution est plus contrastée. Maintenant, pour le Maroc,
regardez donc dans ce schéma, ce graphique, donc on peut déjà constater donc l'évolution de l'épargne. Regardez depuis 2001 jusqu'à 2010, le taux d'épargne c'est en bleu. Donc pendant 2001 jusqu'à presque 2007-2008, donc le taux d'épargne est relativement stable, ne dépasse pas en moyenne les 28%. Mais à partir de cette période, donc il a augmenté pour atteindre les 32%, donc il a dépassé la barre des 30% depuis les années 2008. Là, le en rouge, c'est l'évolution de l'auto d'investissement. L'auto d'investissement, il a également connu donc une augmentation depuis 2003, d'accord, jusqu'à aujourd'hui. Donc, grosso modo, donc le taux d'épargne donc au Maroc depuis les années 2008, donc il a augmenté relativement. Selon le Haut Commissariat au Plan, l'épargne nationale connaîtrait donc une baisse en passant de 27,6% du PIB en 2018 à près de 27,3% en 2009. Donc à partir de 2018, donc l'épargne donc il a relativement baissé. Cependant, cette épargne resterait donc inférieure à l'investissement brut qui serait en recul. Également, heureusement que l'investissement il a baissé, mais il est toujours le taux d'investissement est toujours supérieur au taux de l'épargne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Dans la vidéo prochaine, je vais essayer de traiter l'investissement.